Donc l'hebdo gaming, l'hebdo de l'investisseur gaming 26, Tencent, le too big to fail de la tech. On y va. Donc, avant-propos, comme à chaque fois, hein, tout ce dont on parle ici, c'est des visions purement stratégiques. Ça ne doit pas, vous ne devez pas essayer de les répliquer en disant stratégiquement il a dit ça, donc je vais acheter telle action. C'est pas du tout ça. On extrait vraiment une stratégie bien précise. On fait un angle bien précis sur une société, mais on va pas voir toute sa stratégie dans son ensemble. On la voit petit à petit dans l'année, on essaye de mettre en place la stratégie de la société, de voir les trucs qui vont pas, ce qui va, ce genre de choses. Mais du coup, c'est quelque chose au long cours. Donc il faut pas vous dire, ah bah Arthur il a dit que la stratégie sur le jeu vidéo d'Ubisoft là c'était une stratégie intéressante, donc je vais acheter Ubisoft. Non, 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 faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc c'est vraiment purement une aide à la décision. Et de toute façon, si vous voulez investir dans les sociétés de jeux vidéo, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Allez, let's go. Donc, les affaires de harcèlement se multiplient chez Activision et Ubisoft. Ubisoft, le cauchemar Skull and Bones. La Chine met au pas son secteur éducatif. Tencent, le too big to fail de la tech. Parlons gaming et vos questions. Donc ça va être assez regroupé, hein. On va parler de pas mal de choses. Mais voilà, le nombre de slides va être limité. Donc Activision fait face à une nouvelle plainte aux États-Unis qui met en cause les pratiques internes, un peu comme il y a eu chez Ubisoft, et aussi des problèmes plus spécifiques chez un studio qui était lié avant Activision, qui s'appelait Bungie, qui est un studio qui avant faisait les Halo chez Microsoft et qui après est allé faire les Destiny chez Activision. Et du coup, il y a eu des petits soucis de harcèlement, enfin des petits soucis, des gros soucis de harcèlement dans ce studio. Il y a eu plusieurs autres soucis de harcèlement documentés dans d'autres studios de Activision. Et il y a une plainte qui a été déposée aux États-Unis contre Activision. Comme Ubisoft, on les met en cause sur le fait qu'ils n'auraient pas fait assez pour gérer cette culture et pour gérer la manière de faire de certains de leurs employés. Donc là vous avez le mail du CEO d'Activision qui répond du coup à ses employés et qui explique la situation. Je ne vais pas vous le lire entièrement, vous le trouverez sur les réseaux sociaux très facilement. Ça vous montre quand même que cette problématique de harcèlement et de culture, elle est dans tous les studios de jeux vidéo. C'est une problématique extrêmement importante, d'accord? C'est vraiment une problématique très très importante. Après, je pense que malheureusement pour le jeu vidéo, il y a un peu la loupe. C'est-à-dire, tout le monde regarde ce que vous faites. Donc forcément, il y a un phénomène de loupe sur le jeu vidéo. Et donc, il faut être encore mieux. Il faut avoir des manières de travailler, des manières de gérer ces cas de harcèlement beaucoup plus convaincantes que les autres. Parce que si vous regardez ce qui se fait dans d'autres industries, des problèmes de harcèlement, il y en a beaucoup, mais ça fait pas le buzz que ça fait dans l'industrie du jeu vidéo. Ça fait très mal aux industries du jeu vidéo, parce que par exemple, vous avez plusieurs streamers qui ont dit qu'ils streameraient plus de jeux Activision ni de jeux Ubisoft. Donc ça, c'est problématique aussi pour la vision, pour le marketing. Donc il y a quand même des choses un peu complexes à long terme. D'accord ? Donc Bungie a répondu en partie sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est assez problématique pour Bungie. Pour Bungie, c'est plus problématique que pour Activision parce que c'est vraiment le cœur de la culture du studio qui est remis en question. C'est un plus petit studio, c'est pas un grand groupe comme Activision. Donc c'est vraiment le top management. On reproche vraiment au top management de Bungie d'être obligés de savoir parce qu'ils vivent avec leurs équipes. Ils sont sur un nombre de localisations qui sont réduites. D'accord, et du coup ils sont obligés de connaître. Alors que c'est vrai que le CEO de Activision, des studios Activision, il y en avait des dizaines et des dizaines par le monde, donc il va pas sur tous les studios, il va pas voir tout le monde, donc peut-être il peut louper des choses. Là chez Bungie c'est un peu plus problématique vraiment. Donc voilà. Et ça risque d'être problématique pour le studio parce qu'il y a certains partenaires du studio qui ont dit qu'ils voulaient se désengager un peu avec le temps.
Bon, après, le désengagement d'un prestataire technique dans le jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui se fait dans le temps long. Donc d'ici là, peut-être que Bungie, ils ont réglé leurs problèmes et que du coup, les autres gens, enfin les partenaires de Bungie, n'auront plus envie de se séparer de Bungie. Parce que c'est aussi des choses sur lesquelles on réagit à chaud, on va dire. D'accord? Chez Ubisoft, vous avez la problématique qui continue aussi, hein. Donc on en avait pas mal parlé chez Ubisoft. Je vous avais expliqué que il y avait, il y avait un petit souci aussi chez Ubisoft. D'accord? On l'avait déjà documenté. Et là, récemment, il y a deux articles de Kotaku qui sont sortis. Donc, c'est un magazine de jeux vidéo qui attaque très violemment Ubisoft. Surtout, on attaque le studio de Singapour d'Ubisoft, qui était un peu vu comme un studio backup. C'est-à-dire, c'est un studio qui aidait à finaliser les Assassin's Creed, qui travaillait sur quelques nouveaux jeux, ce genre de choses, mais qui était plutôt là en support d'autres studios. Et là, la culture interne de ce studio-là, est très violemment attaquée. Et la manière de gérer est très très violemment attaquée aussi, hein. D'accord? Donc au niveau de Ubisoft Singapour, ce qu'on reproche à Ubisoft, ça va bien plus loin que le harcèlement, parce qu'on reproche du racisme, par exemple, avec un paiement et des salaires qui est différent suivant de si vous parlez français, si vous parlez pas français, de suivant si vous êtes singapourien, si vous êtes chinois, si vous êtes thaïlandais, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus problématique au niveau marketing à gérer. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus problématique. Donc il y a déjà certains mouvements un peu de boycott qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport à ce, à ce retour des médias. Donc ça vraiment c'est pas une bonne nouvelle pour Ubisoft, et ça vous prouve quand même que c'était pas juste lié à quelques personnes dans la société, mais c'est vraiment quelque chose qui est mis en place. Et surtout sur le dossier de Kotaku, il y a un gros problème, c'est que l'ancien manager du studio de Singapour, il s'appelle Hugues Ricourt. C'est Gamesutra et Kotaku qui nous expliquent ça. Et Hugues Ricourt, qui est donc accusé de ces pratiques-là, il a été exfiltré de Singapour pour être mis en place à Paris, mais il n'a pas été viré de la structure Ubisoft. Et du coup, ça fait aussi poser beaucoup de questions, parce qu'Ubisoft nous avait expliqué qu'ils avaient fait le ménage complètement, qu'ils avaient viré toutes les personnes qui étaient liées à ce scandale-là. Et en fait, le problème, c'est que il y a certains médias qui commencent à dire que il y en a beaucoup en fait qui ont juste été exfiltrés et qui ont été transférés ailleurs. Donc ça, c'est aussi problématique, parce que ça veut dire que, entre guillemets, le problème dans la gestion des jeux vidéo chez Ubisoft, dans la gestion des talents, ce genre de choses, c'est un problème qui va perdurer. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué que le problème avec ces mécanismes de harcèlement, c'est qu'il faut remplacer ces équipes-là. D'accord? Et que remplacer des top managers, c'est pas facile. Et que le moment où vous le virez, c'est très facile. Vous virez un top manager, vous devez le remplacer. Vous avez un moment de battement où il n'y a personne. Et ce moment-là, il peut faire beaucoup de mal aux jeux vidéo, parce que la prise de décision est retardée, ce genre de choses. Et l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui a besoin d'un go-no-go très rapide. C'est-à-dire, il faut tout le temps savoir, est-ce qu'on fait tel update, est-ce qu'on fait dans ce sens-là dans la création du jeu vidéo, dans un autre sens, et dès que vous prenez un peu de temps, trop de temps dans la réflexion, et que vous n'avez pas quelqu'un qui impulse et qui dit on va dans cette direction, c'est ça qu'on veut faire et on va se donner les moyens, tout de suite vous pouvez avoir un petit problème. Donc là c'est un peu problématique, parce que ça veut dire que dans le top management d'Ubisoft, il y aurait encore des gens qui seraient accusés de harcèlement. Donc potentiellement il y aurait encore des gens qu'il faudrait exfiltrer de la société et qu'il faudrait remplacer. Et donc ça pourrait poser encore des problèmes dans la direction des jeux et dans la création des jeux. Et ça, c'est très très problématique pour Ubisoft. C'est problématique aussi parce que dans les plaintes qui commencent à y avoir contre Ubisoft, forcément, c'est des choses que les parties plaignantes utiliseront pour attaquer la famille Guillemot et pour mettre en cause sa gestion de la société.
Donc ça c'est un peu problématique. On attend un peu plus de réponses d'Ubisoft là-dessus. Moi je pense qu'ils ont encore été un peu tendres sur les réponses qu'ils nous ont données là-dessus. Et c'est une vraie problématique, surtout à l'époque où l'ISR est tellement présente dans les valeurs, dans ce genre de choses. C'est vraiment problématique et on commence à voir certains fonds qui vous disent pour des raisons d'ISR j'investirai plus sur Ubisoft. Et donc ça c'est quand même problématique, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de manière très très poussée. Après, je vous dirais que l'investissement en ISR, c'est comme tout, c'est une mode et vous pouvez, il y a des gens qui s'adaptent ce genre de choses. Pendant longtemps, il y a eu des gros problèmes de harcèlement chez Tesla, ça n'empêchait pas les fonds ISR d'investir dedans. Donc, on s'arrange un peu comme on veut avec l'ISR, mais il y a certains fonds, je commence à voir certaines publications de certains fonds qui disent qu'ils veulent vendre leur titre Ubisoft parce que d'un point de vue ISR, ça ne leur correspond plus. Donc ça, il faut quand même faire attention parce que ce bruit qu'il y a dans les médias tout le temps autour du harcèlement chez Ubisoft, qu'on commence à voir chez Activision et tout, ça peut avoir un impact à long terme pour la société et la rendre moins valorisée par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de manière très très importante. Pour les questions, comme d'habitude, on fera ça à la fin. Après, du coup, on va continuer sur le studio de Singapour. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'Ubisoft a annoncé un jeu il y a 7 ans qui s'appelle Skull and Bones. D'accord ? Donc, c'est vraiment un jeu qui a été annoncé il y a longtemps. Enfin, il y a même 8 ans, d'accord ? C'est un jeu qui était dérivé de Assassin's Creed. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils ont sorti Black Flag, qui était un jeu Assassin's Creed qui était du temps des pirates dans les Caraïbes, il y avait une grande notion de on avait un bateau et on naviguait pour passer d'île en île. Et beaucoup de gens trouvaient que ce gameplay maritime, il était excessivement bien fait. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que chez Ubisoft, il y a tout de suite eu une volonté d'aller extraire la valeur. Et ça, je vous explique souvent que c'est une bonne chose. Malheureusement, en fait, l'exécution a été très mauvaise. Et donc depuis, ils sont dans une problématique, entre guillemets, sans fin. Donc l'idée de base, c'était on allait extraire ce gameplay maritime. On allait amener une notion de jeu multijoueur au jeu et à ce gameplay maritime et on allait en faire une extension d'Assassin's Creed. Au final, le top management s'est dit qu'il y avait plus de valeur que ça à faire, donc on a voulu en faire un tout nouveau jeu. D'accord ? Le problème, c'est que du coup, c'est parti en sucette totale. D'accord ? Donc, d'une extension, on a voulu en faire un jeu. Déjà, entre un jeu et une extension, il y a un monde, entre guillemets. Ce que vous allez demander à l'extension d'un jeu vidéo, même si elle est payante, c'est pas du tout la même chose que ce que vous allez demander à un jeu complet. Donc forcément, il faut mettre beaucoup plus de contenu, faire beaucoup plus de choses. D'accord ? Et donc, dans l'article de Kotaku, c'est pareil, hein. C'est vraiment un gros problème. Et surtout, c'est un jeu qui a été donné au studio de Singapour en développement. Donc là, ça nous pose aussi un problème. Ça veut dire que l'ancien manager de Singapour, qui n'a pas réussi à exécuter le lancement de Skull and Bones, qui a des casseroles aux fesses, au lieu de l'avoir directement viré, Ubisoft a préféré le rapatrier en France. Moi, dans mon objectif de gestion, ce genre de pratique, je déteste ça. C'est ce que j'appelle un red flag. Parce que quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un exécute pas, et quand il a plusieurs casseroles aux fesses, généralement, je préfère toujours qu'on le vire. C'est une notion... c'est une question de respect pour les investisseurs, c'est une question de respect pour les salariés, c'est une question de respect pour tout le monde, d'accord ? Donc, le problème, c'est que Ubisoft est un peu dans un truc sans fin. C'est-à-dire que comme ils ont teasé le jeu à mort, qu'ils ont fait des super bandes annonces, que beaucoup de gens attendent le jeu, et qu'ils ont beaucoup investi dans le jeu, c'est ce qu'on appelle un too big to fail. Et dans l'article de Kotaku, on le voit. Un développeur actuel d'Ubisoft qui dit « It's too big to fail, just like the bank in the US ». Voilà. Donc en fait, Ubisoft a mis tellement
d'investissement dans le jeu qui veulent pas aller vers les actionnaires et dire bon écoutez là c'est pas possible, ça fait 8 ans qu'on galère, on a autre chose à faire avec nos développeurs, on va arrêter les frais, on va mettre ça dans un carton et on repartira peut-être dans 1 ou 2 ans avec une autre équipe, mais là c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et ça c'est problématique parce que déjà ça veut dire qu'il y a un risque que soit l'histoire continue, et ça fait 8 ans, donc c'était déjà prévu pour cette année, ils l'ont décalé en 2022, il a été décalé en 2023. Donc ça veut dire que vous avez 11 ans de développement. Ça commence à faire beaucoup pour un jeu vidéo. Et ça veut dire que si en 2023 ils vous disent bon en fait on n'y est toujours pas, ça passe en 2024, ça continue, et puis vous avez le risque qu'un jour ou l'autre ils arrivent et qu'ils vous disent bon en fait on le sortira jamais ce jeu, on a investi 100 millions dedans et puis on passe en perte et profit. Et du coup pour l'investisseur c'est quand même un risque important. C'est un risque très très important. Généralement, ce qu'on aime bien dans les compagnies US, c'est qu'au bout de 5-6 ans, quand un jeu n'a pas réussi, elle le passe en perte et profit, et le management va vers les actionnaires et dit bon, on n'y arrivera pas, on arrête. Et là, le problème chez Ubisoft, c'est que vous avez le problème dans beaucoup de sociétés qui ont des gestions un peu familiales, c'est que vous avez une notion de on essaye toujours, on s'attache à la chose, et en fait, des fois, c'est pas une bonne chose, hein. Des fois, il faut acter le fait que c'est un échec, et là, c'est toujours pas acté chez Ubisoft. Donc voilà. Et vous avez des grosses problématiques. A lot of stuff still doesn't make sense. Donc vous avez beaucoup de choses qui ne font pas sens dans le jeu actuellement. Voilà. Il y a un énorme problème. Bon, là, vous avez un ancien développeur Ubisoft qui vous explique que c'est un problème classique de mauvais management pendant 8 ans. Donc en fait, ce qu'on reproche surtout au jeu et au studio et du coup à Ubisoft Singapour, c'est d'avoir utilisé un management par la peur pour respecter des deadlines, d'avoir changé plusieurs fois d'objectifs. Le fait est que comme le jeu vidéo a mis du temps à se développer, qu'il est sorti en que le développement a été mis en place en fin de génération sur une ancienne console, en fait les nouvelles consoles entre temps sont sorties. Du coup on a demandé aux équipes de développement de retravailler le moteur graphique pour être en adéquation avec les nouvelles caractéristiques. Et en fait c'est ce que je vous explique souvent. Quand vous avez un jeu vidéo, que vous le sortez pas en temps et en heure, comme le parc de consoles et le parc de PC évolue, au bout d'un moment vous avez un retard technique et entre guillemets ce que vous avez commencé techniquement a quasiment plus aucune valeur parce qu'il faut tout reprendre à zéro pour être en phase avec les nouvelles techniques du jeu vidéo. Et ça c'est problématique. Et donc du coup on en repart bien au début, c'est-à-dire l'ancien manager du studio donc de Singapour qui était en partie responsable du développement de ce jeu, il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas réussi, il a des problèmes de culture dans son studio, il a des problèmes de harcèlement qui sont reportés par Kotaku et pourtant on l'a pas viré alors que soi-disant on avait fait une grande purge chez Ubisoft. Ça pose quand même des questions dans la gestion de la stratégie d'Ubisoft, dans la gestion des talents d'Ubisoft. Donc moi c'est le genre de choses qui font que pour le moment je vais rester en dehors d'Ubisoft, même si je pense que la société elle a fait des avancées, ce genre de choses, mais au niveau vraiment purement RH et purement stratégique, j'ai quand même des doutes sur l'exécution d'Ubisoft pour le moment. Donc je pense que pour le moment c'est une valeur qui peut quand même encore avoir des mauvaises nouvelles derrière. Donc ça il va falloir faire attention dans le temps, hein. Une autre news qui du coup est sortie cette semaine, c'est la Chine qui met au pas ses actifs d'éducation. Donc en fait ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'il s'est passé un peu la même chose qu'au Japon et en Corée. Donc en fait la plupart des parents ont commencé à mettre leurs enfants dans ce qu'on appelle des écoles privées, qui sont surtout des écoles qui ont lieu après l'école classique, donc pour booster les enfants parce que vous avez un système de classement qui va à la fin, quand vous allez passer votre équivalent du bac, définir dans quelles universités vous allez pouvoir aller, et vous avez ces systèmes de classement qui vous suivent. Donc les parents veulent absolument que les enfants aient le meilleur classement pour avoir la meilleure université, ce genre de choses. Donc il y a eu un vrai essor de ces entreprises privées, entre guillemets, et ce qui n'a pas plu au gouvernement chinois, c'est que la majorité de ces entreprises privées, que ce soit des entreprises vraiment classiques d'éducation, donc des campus, comme vous avez chez Academia en France, ce genre de choses, avec des enfants qui viennent voir des professeurs, ou que ce soit des choses plus
technique avec un aspect EdTech derrière, donc des plateformes mobiles, ce genre de choses, avec des systèmes d'éducation derrière, avec des systèmes de quiz ou ce genre de choses. Ce qui a déplu fortement au Parti communiste, c'est que la plupart de ces sociétés ont levé beaucoup de capitaux et ont été scotées aux États-Unis. Et donc le Parti communiste a vu ça comme un souci parce que il a pensé que les investisseurs internationaux allaient avoir du poids dans la gestion de ces sociétés-là, donc que potentiellement elles pourraient avoir un impact sur comment on influence les enfants chinois dans leur développement. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. Donc il y a eu plusieurs effets d'annonce. Donc déjà on a menacé ces entreprises-là de les passer obligatoirement dans des sociétés qui sont dites de non-profit. Donc leur but principal ne serait plus de faire du profit mais autre chose. Depuis, il y a eu d'autres news. Donc, par exemple, maintenant, on va leur interdire leur cotation aux États-Unis et leur interdire de lever des fonds auprès d'investisseurs autres que d'investisseurs chinois. Donc, ça pose d'énormes problèmes. D'accord? Et vous le voyez là. J'ai pris la meilleure, hein, c'est China Education Group Holding, qui est celle qui est la plus solide dans le temps, d'accord. Et vous voyez, elle s'est effondrée de 30%. Après, on est quand même plus haut qu'avant parce que c'est vraiment un marché qui a explosé ces 3 dernières années et qui a explosé surtout avec le Covid, avec la hausse de la partie digitale de ces sociétés et qui a explosé aussi avec la rentrée post-Covid, donc où les parents ont voulu que leurs enfants rattrapent le retard et donc les ont mis encore plus dans ces sociétés-là et leur ont demandé encore plus d'efforts. D'accord. Donc ça vous montre que la Chine, elle est toujours dans ce système de carotte-bâton. Ok. Alors après, moi, je vais vous dire, le problème, c'est que quand vous allez vous mettre sur une société purement éducative, que vous allez prendre une société vraiment qui a une très forte croissance, effectivement, le gouvernement chinois met en place ce genre de réforme, ça peut complètement faire exploser votre société. Quand vous êtes sur une société comme Tencent, Alibaba, les choses sont un peu différentes. C'est des sociétés beaucoup plus diversifiées. Vous avez beaucoup moins de facilité à les détruire, ce genre de choses. Vous êtes sur des notions qui sont beaucoup plus complexes, avec des capacités à remplacer et ce genre de choses qui sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est pas du tout pareil. On va faire un petit passage pour Tencent, qu'on prend aussi pour son grade au passage. Donc c'est Tencent Music qui maintenant a plus le droit d'avoir des droits exclusifs de musique. Bon, alors ça déjà, je voudrais qu'on comprenne quelque chose, c'est que c'est un peu comme si vous disiez à Spotify a plus le droit d'avoir des droits d'exclusivité sur certaines musiques. And so what? Voilà. Ce qu'on attend de Spotify, c'est quoi? C'est de mettre de plus en plus d'utilisateurs. Et en fait, ce qui fait que Spotify a de plus en plus d'utilisateurs, c'est le fait qu'il est premier sur son marché. Et que du coup, tout le monde connaît Spotify. Et que Spotify, ils ont des relations avec quasiment toutes les industries musicales par le monde. Donc vous avez de la K-pop, vous avez toutes les musiques européennes, tout ça. Et faire ça, c'est pas si simple. C'est pas une question que de licence exclusive donnée à quelqu'un. Vous avez la licence exclusive de Taylor Swift, effectivement c'est un avantage. Vous allez le payer cher, mais c'est un avantage parce que les concurrents pourront pas avoir Taylor Swift. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est votre capacité à avoir un catalogue le plus vaste possible. Et pour avoir ça, il faut une taille sur le marché et mettre des investissements. Donc en fait, effectivement, là pour Tencent Music, c'est un peu compliqué. Vous avez moins de barrières à l'entrée qu'avant, mais vous avez quand même la barrière à l'entrée que Tencent Music, c'est le numéro 1 en Chine de très loin, de très très loin. Donc en fait, bon, ok, ils vont prendre une amende, ok, on va leur mettre un peu des bâtons dans les roues, mais and so what? C'est pas un démembrement. C'est-à-dire quand je vois un peu ce qui se dit sur les marchés, j'ai l'impression que le Parti communiste chinois arrive et va détruire ces sociétés. Non, il lui met des bâtons dans les roues, elle les taxe un peu, and so what? Google, ils prennent des amendes en Europe depuis 10 ans. Ça n'empêche pas l'action de monter comme pas possible. Facebook, il commence à prendre des amendes de plus en plus. Ça n'empêche pas la société de monter de plus en plus. Voilà, ils vont prendre des amendes, ça va diminuer un peu leur profit. Bah voilà, c'est tout. Mais alors après, on a peur parce que comme le Parti communiste chinois peut toujours faire ce qu'il veut, les gens se font peur en se disant ils commencent comme ça, puis demain ils vont dire Tencent Music ça ferme ses portes. Mais vous pouvez pas faire ça comme ça, parce que c'est comme si vous me disiez les Américains vont dire demain Spotify ça ferme ses portes, et tous les gens qui utilisent Spotify ils vont faire quoi?
C'est-à-dire que voilà, vous avez une notion un peu de facilité, et c'est pas le gouvernement qui va gérer Spotify, et c'est pas le gouvernement chinois qui va gérer Tencent Music. La Chine, c'est quand même un pays qui est encore capitaliste. Alors après, vous pouvez juger qu'ils vont passer dans une économie totalement à la soviétique, et donc maîtrisée par le Parti communiste. Mais enfin, moi, je pense qu'il y a peu de risques quand même. Donc il faut quand même un moment se poser face aux faits, d'accord? Donc effectivement, c'est compliqué pour ces acteurs. La croissance va diminuer dans le temps parce qu'ils auront moins de possibilités d'être agressifs. Après, est-ce que ça en fait des actifs qui vont plus avoir de croissance, ce genre de choses? Moi, je pense pas. Et quand on va plus loin, d'accord, Tencent, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a le fait qu'il y a Tencent Music, il y a le fait qu'au niveau des paiements, ils vont être obligés d'un peu plus s'ouvrir et tout. Enfin, au niveau des paiements, ils sont quand même en train de s'ouvrir un peu plus depuis 2018. Donc ça fait quand même un certain temps. Ça leur a pas empêché de faire croître leur business de plus de 30% par an depuis. D'accord. Tencent, ils viennent quand même de lancer Pokémon Unite, qui est un des premiers MOBA avec Nintendo. Le but, c'est de faire entre 1,5 et 2 milliards de chiffre d'affaires dessus. Donc c'est quand même quelque chose de colossal. Ça veut dire que par exemple si... alors on ne sait pas exactement combien a d'intérêt Tencent dans Pokémon Unite. Mais si vous vous dites que par exemple Pokémon Unite c'est 50-50 entre Nintendo et Tencent, que ça fait 1,5 milliard, ça veut dire que ça fera une grosse rentabilité. Ça veut dire que c'est un studio qui vaudrait peut-être, je sais pas, 5, 6, 7... plus entre 8 et 9 milliards s'ils arrivent à faire ça. Et c'est une licence qui va perdurer. Les enfants ils jouent à Pokémon depuis des générations. Donc les gens ils vont jouer à Pokémon Unite pendant très longtemps. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec Pokémon Go. Pokémon Go c'est une licence. Les gens disaient ça va durer 2 ans comme tous les jeux mobiles. Et puis après ça va s'arrêter. C'est toujours le jeu qui vend le plus. Et ça fait 5 ans que ça existe. Donc la licence Pokémon elle est vraiment très très forte. Donc là c'est encore quelque chose qui, dans la valorisation de Tencent, ça va représenter quoi? 4 milliards. Peut-être si la société vaut 8 milliards, qu'ils ont 50-50, ça représente 4 milliards. Et c'est un truc qui n'existait pas il y a 1 an et demi, qui avait aucune valeur. Donc à chaque fois ils font des investissements, ils mettent en place des choses. Ils ont racheté encore un studio qui est le studio finlandais Stunlock, qui édite et qui produit le jeu Battle.Rite Royale. Donc c'est pareil, dans les MMO, dans les MOBA, quasiment tout appartient à Tencent. Ils ont une position de leader mondial. Vous prenez Fortnite, c'est Tencent. Vous prenez Pokémon Unite, c'est Tencent. Vous prenez League of Legends, c'est Tencent. Vous prenez Player Battle Unknown, c'est Tencent. Vous prenez Battle.Rite, c'est Tencent. Enfin, et je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines comme ça. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais quasiment tous les enfants du monde à l'heure actuelle, ils jouent minimum à un jeu Tencent. C'est jamais arrivé. Que ça soit en Chine, en Inde, au Pakistan, quasiment tous les enfants qui jouent à des jeux vidéo, ils jouent au minimum une fois par an à un jeu Tencent. C'est colossal. Et ça c'est pas le gouvernement chinois qui va mettre des bâtons dans les roues de Tencent. Le gouvernement chinois, il est très content que quasiment tous les enfants de la planète jouent une fois par an à un jeu chinois. Ou un jeu détenu par des intérêts chinois. Et si les Chinois continuent à être trop agressifs comme ça, les Américains vont commencer à dire bah écoutez, on va faire la même chose à Tencent. Et les Chinois n'ont pas intérêt, donc il y a un système de réciprocité qui va se mettre en place. Et donc les Chinois, ils n'ont pas intérêt non plus à aller trop loin dans la destruction de leur BATX et à faire mal aux investisseurs américains qui sont investis dessus. Donc il y a un système aussi qui va se mettre dans le temps. Alors pour le moment, le marché, il y a du bruit, d'accord? Donc les gens réagissent au bruit de marché. Ils vont même surréagir. Alors encore plus quand c'est en Europe, parce qu'en Europe on surréagit. Donc déjà quand vous aviez une décote par rapport à Tencent, bah, entre guillemets, vous faites encore plus de décote sur un acteur comme Prosus, d'accord? Donc ça veut dire que les actifs tiers de Prosus, avant ils étaient déjà décotés, voire ils ne représentaient rien. Bientôt on va vous payer pour les prendre. Et on va vous payer grassement pour prendre ces actifs-là. Alors que vous avez des actifs qui sont colossales. On peut prendre une fintech qui vient de ce côté aux États-Unis qui s'appelle Bakkt, d'accord.
qui a comme investisseur Microsoft, ICE, donc Intercontinental Exchange, PayU, donc la filiale de paiement de Prosus, Starbucks et d'autres personnes, d'accord. Et ben cette fintech qui vient de ce côté, son but à long terme, c'est d'être le futur PayPal. D'accord. Et ils ont lancé ça avec un optique crypto et ils ont vraiment des angles de service très très puissants. Et ben PayU détient quasiment un peu moins de 10% de cette structure-là. Donc en fait, la pieuvre Prosus, elle est considérable, vous vous rendez pas compte, parce que c'est un peu le même stratégie que Tencent, c'est plein de petites participations, mais au bout d'un moment, ça a une valeur. Et il va se passer des choses. Et un jour ou l'autre, vous aurez des acteurs comme KKR, ce genre de choses qui vont arriver et qui vont dire, bon écoutez, vous savez pas valoriser ça, on fait une OPA, on reprend tout, et on va se donner 5-10 ans pour tout découper. Mais si vous vous donnez 5-10 ans pour tout découper parce que c'est un empire colossal et que c'est trop complexe de tout découper très rapidement, bah, peut-être que vous allez mettre du temps, mais si la valorisation que vous allez en tirer c'est x2, bah, la découpe elle a duré 5 ans, vous faites plus de 25% enfin vous faites 20% en annualisé. Si vous avez un peu de croissance dans vos actifs et que vous n'êtes pas juste dans un système de découpage mais de création de valeur avec des fusions, acquisitions, ce genre de choses, vous ferez plus de 30% en rendement annualisé. Donc c'est colossal, donc au bout d'un moment il faut arrêter. C'est pareil, moi je me souviens il y a 3 ans, quand on achetait du Tencent, le gouvernement chinois il disait WeChat faut que ça s'ouvre. Et les gens, on voyait déjà des analyses qui disaient ouais la croissance de WeChat c'est fini, c'est fini. Le mois dernier WeChat ils ont fait un record d'utilisateurs mensuels. Donc il y a du bruit, il y a du bruit. Le problème de la bourse c'est que le bruit ça peut durer un certain temps. Donc ça fait toujours, c'est toujours chiant parce qu'on n'achète jamais en bas du moment où il y a du bruit. On achète parfois trop haut, ce genre de choses. Mais c'est du bruit. Ce qu'il faut, c'est regarder la société, ce qu'elle construit, ce genre de choses. Tencent, c'est une société, d'accord, qui au premier trimestre fait 25% de croissance en revenus. L'operating profit c'est plus 20%. Le net profit fait plus 22% et le PS, donc le profit par action, il fait plus 21%. Voilà, vous avez 1,2 milliard, enfin 1,25 milliard d'utilisateurs WeChat, vous avez 600 millions d'utilisateurs de QQ mobile. Voilà, c'est considérable. Vous avez 1,362 trillions pardon, 1362 milliards investis dans des compagnies cotées, c'est en RMB, hein, d'accord, c'est pas en dollars, rassurez-vous, c'est en RMB, qui sont des actifs dont Tencent a des parts dans des sociétés qui sont cotées. Donc c'est des actifs qu'on considère cessibles facilement. Si vous regardez un peu le pool d'actifs de Tencent, si demain le gouvernement chinois disait Tencent, on prend la main dessus et on va gérer, ça serait pas possible. Parce que les autres pays ne laisseraient pas faire ça. Parce que Tencent a des intérêts dans tellement de sociétés que ça voudrait dire que le gouvernement chinois prend les décisions dans plein de sociétés partout dans le monde. Et si le gouvernement chinois disait, bon écoutez, on reprend les actifs chinois, les actifs internationaux, ils vont les vendre, on va redonner les sous aux investisseurs et c'est fini, ça serait pas possible parce qu'en fait c'est un too big to fail. Il y aurait personne pour acheter autant d'actifs. Donc le gouvernement chinois, ils sont obligés de faire avec Tencent. Ils vont leur mettre un peu des bâtons dans les roues, ils vont les faire évoluer un peu moins vite. Mais à côté, Tencent, ils continuent à investir, ils investissent massivement tous les ans, ils font des acquisitions, ils ont fait l'acquisition de Sumo, ils ont fait l'acquisition du studio de Battle.it. Tous les mois, ils font plusieurs acquisitions. Donc ils sont de plus en plus internationaux. Là où vous pouvez vous dire que les bâtons dans les roues, c'est plus problématique chez Alibaba parce qu'ils sont vraiment très chinois. Chez Tencent, vous avez quand même de plus en plus plus de 20% du chiffre d'affaires qui est international. Et plus le temps va passer, plus on va passer à 30, 40, 50%. Donc à long terme, qu'est-ce qu'on risque à détenir du Tencent? Enfin, il faut... Alors après, on peut se faire peur, se dire que le gouvernement chinois va nous exproprier, ce genre de choses. Je vous dirais que si le gouvernement chinois s'amuse à exproprier les investisseurs, ça sera pas que sur Tencent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos actifs industriels qui ont des usines en Chine? Quand Airbus va vous dire je suis exproprié de Chine et de mes actifs chinois et je vends plus d'avions aux sociétés chinoises, de combien va perdre Airbus? Et là, vous allez être dans une crise mondiale.
Donc il faut raisonner. Bon là pour le moment pour les BATX chinois c'est pas la bonne période. Bon c'est comme ça, mais si on raisonne vraiment à long terme, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Dans Parlons Gaming, plus de 50% des ménages US ont une console et 30% prévoient d'en acheter une autre dans les 12 prochains mois, d'après une étude de la Consumer Technology Association. Donc c'est quand même une très bonne chose, hein, ça. Ça vous montre quand même qu'aux États-Unis, l'équipement au niveau des consoles il est de plus en plus fort, hein. Et dites-vous qu'il y a 15-20 ans, on était à moins de 10% d'équipés et que en fait avec la crise du Covid, on a pris 10% d'équipement en plus. C'est-à-dire avant la crise du Covid, on était à 40% des ménages équipés et là on est à 50% des ménages équipés et il y a déjà des gens qui vous parient qu'on va atteindre 60% et ça va driver la consommation de jeux vidéo parce que même si c'est des gens qui vont acheter moins de jeux vidéo que les autres, c'est quand même des gens, s'ils achètent une console, c'est pour acheter des jeux vidéo et jouer. D'accord ? Sur Netflix Gaming, dont on avait parlé la semaine dernière, on a eu la confirmation. La stratégie, c'est bien de faire comme Facebook Gaming, hein, donc de faire du cloud gaming qui est axé sur des jeux mobiles. Le but principal pour le début, ça serait de faire des licences autour des licences, d'utiliser les licences Netflix, d'accord, et de faire surtout ce qu'on appelle des jeux narratifs, comme il y en a eu ces dernières années autour de la série The Walking Dead ou ce genre de choses, pour allonger l'expérience du utilisateur auprès de la licence et pour créer des nouvelles manières de monétiser, des nouvelles manières de voir la licence, peut-être créer des jeux qui sont avant l'histoire qu'il y aurait dans la série télé ou après l'histoire qu'il y aurait dans la série télé pour prolonger, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant. Donc maintenant on va passer aux questions. Donc, salut Arthur, ok. La bad news de Tencent, grande chance sur Prosus, remet-elle en cause la boîte? Non. J'ai expliqué pourquoi. J'ai bien peur que la chute ne soit pas finie. C'est une question de bruit de marché. Le bruit de marché peut durer très longtemps, comme il peut s'arrêter demain. Ça, je ne peux pas vous le dire. Pendant un temps, il y avait un bruit de marché sur Facebook. C'était le fait que le problème de data chez Facebook, avec Cambridge Analytica, les gens commençaient à dire Facebook ça vaudra plus rien, ce genre de choses. Depuis Cambridge Analytica, Facebook ça a doublé. Voilà. Alors que pendant 2 mois, il fallait pas détenir de Facebook et c'était la pire boîte au monde et c'était une value trap, la croissance elle allait s'arrêter, ce genre de choses. Bon, tous ceux qui ont écrit ça, maintenant ils écrivent l'inverse et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc moi je pense que pas du tout, mais voilà. Je pense que ALT à long terme, Prosus, Tencent, ces boîtes chinoises industrielles, enfin ces boîtes chinoises qui s'internationalisent et qui font correctement et qui ont une position de leader mondial et qui sont pas monoproduits, comme Didi par exemple peut être monoproduit sur les taxis ou ce genre de choses, où là effectivement peut y avoir des problèmes importants. Voilà, ça oui. Mais là on n'est pas du tout sur les mêmes entreprises. Tencent a investi dans la crypto Bucks. Oui, 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 mais Tencent, ils ont investi dans beaucoup de choses. Et comment ça s'appelle? Et Prosus a investi lui-même dans les cryptos. Et en fait, si vous regardez les investissements de Prosus et de Tencent dans les cryptos, vous avez quand même des très très forts investissements. Et ça vous permet d'avoir d'être investi très fortement sur les cryptos quand même, hein. Donc c'est quand même très très intéressant. Mais le problème, c'est que il y a tellement de choses que la plupart des gens n'ont pas conscience de ce qu'ils achètent quand ils achètent Prosus. Moi, je parle encore avec des fonds français très connus, hein, qui passent souvent sur BFM, où quand ils achètent du Prosus, ils me disent ouais bah j'achète Mail.ru, j'achète Tencent, j'achète telle et telle valeur, et puis c'est tout. Et je leur dis non mais tu sais, t'achètes ça, 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 ça aussi. Et ils me disent ah je sais pas. Bah oui, mais au bout d'un moment, faut vraiment savoir ce que t'achètes, quoi. C'est comme si tu me disais j'achète une maison avec un garage, mais la seule chose qui m'intéresse c'est la maison. Et les garages qui est à côté de la maison, je m'en tape. Et je vais pas les rentabiliser, je vais pas les faire. N'importe quel investisseur immobilier vous dirait vous êtes complètement con. Bon bah là c'est la même chose. Vous achetez une boîte comme Prosus ou comme Tencent, vous valorisez pas tous les actifs, vous êtes sacrément con.
Après, bon, quand est-ce que la bourse va valoriser ses actifs? J'en sais rien. Moi, ce qui me rassure, c'est quoi? C'est que contrairement à un esprit value où je me dirais j'achète X, quelque chose qui vaut X plus 100, je m'en fous parce qu'entre guillemets, je sais que toutes les business units de Tencent et quasiment toutes les business units de Prosus, elles créent de la valeur tous les ans. Elles sont en croissance, donc c'est des business units qui sont intéressantes. Donc entre guillemets, même s'il y a une décote, au bout d'un moment, quand on va vouloir valoriser correctement les actifs, bah, tous les ans, la société leur a produit de la valeur. Et donc ça veut dire que le rattrapage, il va être plus violent à un moment. Voilà. Alors que si vous achetez un actif industriel value à une certaine valeur et que c'est un actif qui produit toujours la même chose, bah entre guillemets, le temps va jouer contre vous. Parce que dans 5 ans, cet actif, il aura peut-être toujours la même valeur que quand vous l'avez acheté. Donc peut-être que quand vous l'avez acheté, le delta de valorisation entre sa valeur réelle et la valeur des marchés était de 50%. Mais si vous avez une matérialisation de cette hausse que dans 5 ans, bah votre rendement annuel, il va être rikiki. Moi, ce qui m'arrange là dans Prosus et dans Tencent, c'est que tous les ans, le business il continue de croître. Donc le jour où on va revenir sur une valorisation correcte du business, bah, entre guillemets, si à l'instant T il y avait un différentiel de 50% entre la valeur que j'estime et la valeur du marché, que la société a continué de croître et que le cours de bourse a rien fait, bah à 5 ans, le différentiel de valeur il sera plus de 50%, mais il sera peut-être de 100% ou de 150%. Et donc si on rattrape ce différentiel, vous voyez bien que la création de valeur et le rendement annualisé est pas du tout la même chose. Oui, alors je l'ai pas mis ça, mais oui, le basculement de PES dans le free-to-play, c'est vraiment l'abandon face à FIFA. Et ça vous montre bien la puissance d'une licence. Il y a 20 ans, d'accord, euh, PES était vraiment leader. Et ils ont mal exécuté, ils n'ont pas voulu mettre de sous pour avoir les licences et ils se sont fait complètement détruire par FIFA. Donc de plus en plus, PES va sur le free-to-play, sur ce genre de choses aussi pour aller sur l'angle e-sport. Parce que même sur l'angle e-sport, où pendant très longtemps, sur PES, l'angle e-sport a été plus développé que sur FIFA, depuis quelques années, la puissance de FIFA fait qu'il rattrape PES même sur l'e-sport et que là, depuis 2-3 ans, à mon avis, ils ont vraiment dépassé PES sur la qualité et l'intérêt de l'e-sport sur le jeu. Donc voilà, ils sont obligés de changer leur fusil d'épaule. On verra si ça suffit. Euh, je peux pas dire si ça va suffire ou pas. Il faudra voir à partir de cette année vraiment si c'était le bon choix ou pas. Salut Arthur, tu investis dans plusieurs crypto-actifs ou tu te concentres que sur une sélection en particulier? J'ai beaucoup de cryptos différentes. Mais en fait, moi je suis un investisseur crypto qui a eu. Déjà, on m'a offert beaucoup de cryptos. Alors, on va commencer par là. Parce qu'en fait, moi j'ai investi au tout début du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a eu un hard fork ou un airdrop ou ce genre de choses, j'ai souvent eu le droit d'avoir les trucs gratuitement. Donc j'ai beaucoup de cryptos comme ça que j'ai gardé en partie parce que j'ai eu gratuitement. Et généralement, quand j'avais des hard drops sur des cryptos dont je croyais, je gardais tout. Quand c'était des cryptos dont je croyais pas, généralement je revendais 50% pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Et je gardais les 50% restants en mode casino, tu vois. Donc déjà, bon, c'est un peu différent. Je pourrais te dire que dans mon portefeuille, j'ai plus d'une centaine de cryptos, mais ça veut rien dire parce que les 9 dixièmes, je les ai eu gratos. Donc voilà, c'est pas vraiment... mais je conseille à un investisseur qui voudrait se lancer maintenant dans les cryptos de le faire avec DCA, c'est-à-dire se dire tous les mois, je vais mettre X euros dans les cryptos. Et je confirme, je vous dirais de le faire en vous prenant un pool de 5-6 cryptos. En prenant des cryptos très solides, voilà, Bitcoin, Ethereum, et en prenant des cryptos un peu plus folkloriques, qui ont plus de potentiel de développement, des choses comme le Matic, comme Solana. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez prendre des cryptos qui sont dans le top 50, un peu plus bas, ce genre de choses. Et là, vous pouvez avoir 10-15 cryptos, mais forcément, vous prenez plus de risques et ça dépend de votre truc. Après, voilà, je vous conseille pas une construction de portefeuille dédié. Ça, c'est à vous de voir, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de votre appétence au risque, ça dépend aussi de ce que vous êtes capable de mettre. Mais moi, par contre, une chose est sûre, je conseille toujours le DCA dans les cryptos. C'est-à-dire ceux qui vous disent je vends en haut, je rachète en bas et tout. Bon, il y en a qui arrivent à le faire, tant mieux pour eux. La plupart du temps,
les gens qui vous disent qu'ils font ça, ils arrivent pas vraiment à le faire. Et ils sont pas vraiment là. Alors que si vous faites du DCA et que par exemple vous investissez tous les mois 50 euros dans un panier de crypto, euh, bah voilà, quand c'est vraiment au top du marché, vous pouvez vous dire bah, je vais solder 20% de mon investissement, je vais mettre ça de côté, je vais recommencer à faire du DCA. Si ça recommence à monter, bon bah c'est pas grave, et si ça redescend, voilà. Bon, vous avez des gens qui font du DCA amélioré. Je l'ai fait un peu sur le Bitcoin. C'est quand vous atteignez un certain sommet. Donc moi par exemple ça a été les 60 000. J'ai vendu un peu de Bitcoin. Je les ai mis sur un stablecoin. Et j'ai décidé d'arrêter de faire du DCA sur le Bitcoin. Et j'ai attendu que ça rebaisse. Et quand ça a rebaissé j'ai recommencé à faire du DCA. Donc voilà, ça me permettait de plus mettre de cash. Ça fait quelques années que je fonctionne comme ça. Quand je trouve que un cryptoactif est assez haut, j'en vends une partie. Si ça continue à monter, bah c'est tant pis pour moi. Et si ça redescend, je recommence à faire mon DCA tous les mois en achetant. Mais je cherche pas à acheter le point bas. C'est-à-dire le Bitcoin, j'ai dû vendre à 60 000 un peu en DCA 20%. Et j'ai recommencé à racheter dès que c'est descendu au-dessus de 55 000. Donc non pas ouais si ça doit être ça. Et j'en ai acheté à 55, j'en ai acheté à 50, à 40. Enfin tous les mois j'en ai acheté une partie et j'ai pas encore enfin j'ai plus de Bitcoin que au top à 60 000, mais j'ai pas encore utilisé toute mon enveloppe. Voilà, après je vous dirais que si là le Bitcoin il recommence à monter puis qu'il monte au-dessus de 60 000, j'utiliserai toujours cette enveloppe là pour continuer à faire mon DCA. Mais je trouve que le DCA sur les cryptos c'est une bonne manière de s'exposer intelligemment. Après je vous encourage à faire à mettre en place à utiliser vos cryptos pour toujours avoir les airdrops, ce genre de choses, parce que vous êtes toujours. Enfin, moi j'essaye de participer quasiment à tous les airdrops que je peux, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un truc qui fonctionne bien. Voilà. Euh, Après, faire aussi euh, utiliser vos cryptos pour les mettre dans des services qui vont vous rapporter de l'argent. Donc pas essayer d'aller sur les services qui vont vous rapporter 25% par mois et tout, parce que ça c'est. Enfin, vous avez un risque énorme, mais vous allez sur Binance, sur Crypto Market, sur CryptoCoin, sur d'autres sites, vous les mettez à 5-6% par an. Des fois sur certains actifs comme le Matic ou le Solana, vous avez un peu plus. C'est déjà une bonne chose et ça vous permet de gagner un peu. Vous avez des cryptos qui sont très intéressantes comme le Tezos qui vous paye pour les garder. Bon, voilà, ce genre de choses. Je confirme, ayant eu sur PS1, c'était vraiment la base à l'époque. Ouais. FIFA a largement pris le dessus. La bêta de New World est sortie et les premières images avec lesquelles la vie est. Même si le jeu va encore évoluer. J'ai mis en DL le jeu. Donc je peux pas te dire encore. J'ai des retours très contrastés sur la bêta New World, avec surtout des problématiques au niveau du graphisme, avec des gens qui me disent que même avec une machine de guerre, le jeu tourne très 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 lentement. Donc tu peux expliquer ce qu'est un airdrop? Alors oui, un airdrop en fait c'est dans les cryptos, c'est si tu détiens par exemple X de Bitcoin, pour démarrer un projet, les développeurs d'un projet vont dire tous les gens qui détiennent du Bitcoin, on va leur donner l'équivalent pour un Bitcoin, on va leur donner 3 de notre nouvelle crypto. Et du coup, ils vous les offrent. Et ça s'appelle un airdrop. Et du coup, bah, la crypto, en l'occurrence, t'aura coûté 0. C'est juste parce que tu détiens une autre crypto. Et ça, c'est utilisé pour essayer de driver des utilisateurs d'une crypto A vers une crypto B. Voilà. Et donc forcément, plus tu détiens ta crypto et plus tu contrôles tes clés privées et plus tu as ça, plus tu as le droit à avoir des airdrops et plus ces airdrops peuvent être très intéressants pour toi en tant qu'investisseur. Donc voilà, c'est ça les airdrops. Mais écoute, bah attendez, on va aller voir tout de suite un peu comment ça marche les airdrops.
Donc voilà. Et je vais me mettre sur mon écran, comme ça je vais vous montrer. Là on regarde un site de airdrop, donc c'est un des sites que j'utilise, il y en a plein, hein. Airdrop Alert, d'accord. Donc vous voyez, vous avez des projets. Donc par exemple je vais là, sur ce projet là. Donc par exemple il y a marqué Retrib donne 200 000 dollars en trib à 2000 personnes choisies au hasard. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être choisi? Voilà. Donc il faut remplir le fichier qui est là, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre notre nom utilisateur Twitter, ce genre de choses. Il faut retweeter leur message mis en pinned tweet, et il faut avoir une adresse Ethereum. Et potentiellement on gagne. Et donc si vous achetez, ça vous coûte pas grand chose à faire. Moi généralement, alors bon, ça peut paraître très long, hein. Je comprends que pour certains ça paraît très long. Généralement moi je fais ça les mercredis. J'ai des comptes dédiés pour ça. Généralement j'y passe 3-4 heures. Je fais quasiment tous ceux qui sont possibles. Bon, il y a beaucoup de codes tokens qui vaudront rien du tout, que je compte même pas dans les 100 que je détiens et qui sont au fond de mon portefeuille, je m'en tape. Et après, voilà. Mais vous avez des choses très très intéressantes en airdrop, hein. Vous avez eu des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... est-ce qu'on peut voir ici past airdrop, voilà. On voit les airdrops passer, d'accord. Donc, quel est l'airdrop qui a été très très intéressant et qui a bien été rémunérateur? Non, ça c'est pourri. Ça c'est pas top, ça c'est pas top non plus. Solera c'est pas top non plus. Ça c'est pas top non plus. Non. Pas ouf, ça non plus, ça non plus. Non, ça non plus. Non, non, non. Non, Kai non plus. Mais dis donc. Non, ça non plus. Mais par exemple, voilà, Solana. Solana, ils ont distribué, ils ont fait plusieurs airdrops. Et si vous participiez au tout premier airdrop, vous faites x20, x30 sur votre airdrop. Et en plus, vous les avez obtenus gratuitement. Et déjà à l'époque, ça valait quelque chose. Je crois que Solana, l'airdrop de base, j'ai obtenu quasiment 1000 dollars de Solana, un truc comme ça. Et maintenant, juste, je les ai pas vendus parce que j'aimais le projet. Je crois qu'à l'époque, c'était aux alentours de 50 centimes. Et maintenant, le Solana, ça doit valoir 30 dollars. Donc, j'en ai obtenu. Du coup, j'en ai obtenu 2000. Ça vaut 30 dollars, ça fait 60 000. Donc voilà. Vous obtenez vraiment beaucoup, beaucoup d'argent avec les airdrops. Après, des fois, ça vous demande. Le premier airdrop Solana, il fallait, il me semble, avoir mis quand même pas mal de sous sur sur Ethereum, mais sur une blockchain DeFi. Il me semble que c'était Polkadot, mais je sais plus trop parce que ça date d'il y a très longtemps, hein. Enfin d'il y a plus d'un an. Donc voilà.
Mais ça vous montre un peu la manière dont ça fonctionne ces airdrops. Alors, la vague de Covid semble passer aux UK, même avec le variant Delta. Est-ce que cela change ton avis sur l'évolution du Covid? Je veux pas dire que j'aime pas trop qu'on dise que la vague est passée. Ça rediminue. Ça rediminue au Royaume-Uni. Alors déjà, faut savoir qu'au Royaume-Uni, c'est ouvert, mais si vous êtes cas contact, vous êtes censé être, être mis en quarantaine. Et vous avez quand même, il me semble, combien de personnes en quarantaine aux États-Unis? Vous avez... c'est ça, vous avez plus de 500 000 personnes qui sont en quarantaine aux États-Unis, aux UK. Donc vous avez quand même 500 000 personnes qui ont été en contact du variant et qui sont en quarantaine. Et il y a des choses, enfin il y a plein de sociétés qui ont eu des problèmes avec ça, hein. Ça a fait d'énormes problèmes dans l'industrie anglaise avec beaucoup de gens qui sont confinés à la maison parce qu'ils ont été cas contact. Donc il y a aussi une diminution des cas en Angleterre à cause de ça. D'accord? Donc après, il faudra voir si cette diminution va continuer. Si elle continue, c'est une très bonne chose pour les Anglais parce que ça veut dire que leur système de quarantaine très agressive et très contrôlé marche très bien. D'accord? Ce qui est une très bonne chose. Comme en plus ils ont un vaccin et qu'ils ont beaucoup vacciné, bah, ils auront une courbe qui sera moins forte que la courbe précédente. Et donc c'est une chose qui est très très bien. Après, la question c'est cette capacité à faire respecter la quarantaine aussi fortement qu'au Royaume-Uni. Chez nous, pour le moment, on n'a jamais réussi à faire respecter la quarantaine correctement. Donc bon, c'est aussi plus facile de faire respecter une quarantaine sur une île, hein. Donc voilà, il faudra suivre. Après, effectivement, vous pouvez avoir un effet des vaccins qui peut être fort et qui peut très vite limiter les choses. Donc ça, il va falloir faire attention dans le temps, hein. Tu as également des airdrops en faisant des tâches parrainage. Oui, oui, c'est ça. Mais des airdrops, t'en as pour tout ce que tu fais. On a parlé un peu avant de Prosus, donc il faudra regarder le replay et puis voilà. Si, si, on en a parlé justement avant par rapport à ce qui a été dit. Voilà, on a parlé de Tencent, de Prosus, de ce genre de choses. Voilà. Après, ça dépend si tu es investisseur long terme, court terme, ce genre de choses, c'est différent. Après, bon, la structure du portefeuille Newtek Insider, c'est une structure de portefeuille de très long terme, hein. C'est un portefeuille à 5-10 ans, hein. Donc on investit pour de la valeur et comme j'ai dit, enfin quand vous avez investi sur Amazon à certains moments, vous avez fait des moins 50%. Bon, depuis, les investisseurs contenus, ils ont largement gagné, hein. Donc c'est toujours complexe la tech et être là au bon moment, au moment le plus bas, ce genre de choses, c'est des choses un peu, voilà, c'est des choses un peu, vous pouvez jamais être toujours dans le bon timing. Ou ceux qui le sont, j'aimerais bien qu'ils nous fassent des services et qu'ils nous montrent qu'ils sont toujours, parce que la plupart de ceux qui disent qu'ils sont toujours dans les bons timings, quand ils commencent à lancer leur service ou qui commencent à vraiment montrer à quel moment ils achètent et à quel moment ils vendent, on se rend compte qu'au niveau du timing, ils sont comme les autres, ils sont pas vraiment meilleurs. Donc voilà. Oui, on parle pas de NTI normalement. Bon, après, on est bientôt en vacances. C'est pas une question. En fait, alors, il y a des zones où il y a des contraintes aux UK, mais surtout, ce qui a l'air de très bien marcher aux UK, c'est ce système de quarantaine de 10 jours. C'est vraiment ça. Couplé au vaccin, c'est ça qui a l'air de marcher. Le problème, c'est en Angleterre, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Vous êtes qu'à contact, vous allez travailler, l'entreprise est responsable et vous êtes responsable. Donc vous êtes obligé de rester chez vous.
vous êtes cas contact, comment s'appelle, l'application anglaise en fait, elle va sonner comme Stop Anti-Covid et elle va vous dire vous êtes cas contact, vous restez chez vous. Et les policiers ils vont vous appeler, ils vont vérifier que vous êtes chez vous et tout. Vous êtes cas contact sur Stop Anti-Covid en France, vous vous dites d'aller faire un PCR. Et vu la réaction au pass sanitaire, je pense que si demain on disait à tous les gens qui sont cas contact, vous pouvez plus aller travailler puis vous restez chez vous pendant 10 à 14 jours, bon courage hein. Donc Boris il a fait un choix très agressif, moi j'y croyais pas. Une chose est sûre, c'est par contre qu'ils ont été très très compétents. Moi c'est pour ça que j'y croyais pas au choix de Boris Johnson. C'était le fait que moi je pensais qu'arrivait un moment avec une épidémie qui montait tout ça, on pourrait pas confiner chez eux 500 000 personnes et vérifier que ces gens-là soient bien confinés. Bah, il se trouve que la police anglaise elle a réussi à faire ce tour de force. Alors après, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par des entreprises privées pour téléphoner, ce genre de choses. Ils ont mis en place des patrouilles, ils ont optimisé certaines choses et tout. Donc il a fallu qu'ils fassent des choses de manière très très précise. Ils sont aidés par le fait que c'est une île, donc quand les gens rentrent, ils peuvent très très vite faire attention et tout. Bon, voilà, ça d'accord. Mais ils ont réussi ce tour de force de contrôler et de mettre tous les gens qui doivent être confinés, de les confiner. J'ai du mal à penser que dans un autre pays d'Europe, autre que l'Irlande, l'Islande, ce genre de choses, ça soit possible. Ou des petits pays comme le Danemark, on y arrive. Je pense que si on dit aux Espagnols, aux Français, aux Italiens, aux Allemands, aux Belges, vous êtes cas contact, l'application elle a sonné, c'est bon, vous rentrez, vous êtes confiné pendant 15 jours, tous les gens vont commencer à désactiver l'application. Donc voilà. Bonjour, fille du F. Bah, à la rentrée, t'as des soucis, t'as des problématiques aussi de dissémination du virus. Parce que forcément, tu vas avoir des enfants qui vont le transmettre à d'autres enfants, qui vont pouvoir le transmettre à leurs parents. Et plus il y a d'interactions sociales, et plus ces interactions sociales sont répétées, plus t'as de possibilités de transmission. Ça, c'est sûr. Après, plus t'as de gens qui sont vaccinés, plus t'as un effet limitant, malgré ces interactions sociales. Donc ça, va falloir voir avec le temps, hein. Mais le problème, c'est toujours la même chose. C'est les Anglais, là, ils ont réussi à diminuer l'épidémie. Ok. Il y a de moins en moins de gens qui vont être confinés parce qu'ils vont arriver à la fin de leurs 10 jours. Les Anglais vont recommencer à bouger. Est-ce que ça va pas relancer une nouvelle vague, en fait? C'est ce que vous voyez déjà de certains scientifiques anglais qui disent que bah, le confinement a très bien marché, mais en fait c'est une politique cachée de zéro Covid, et le zéro Covid ça marche pas. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Moi en tout cas je parie pas sur la fin du Covid et j'essaye toujours d'avoir des investissements qui peuvent marcher si le Covid continue. Et si le Covid continue, j'essaye toujours de pallier les sociétés qui peuvent en souffrir par des sociétés qui peuvent en profiter. Parce que je pense que c'est loin d'être sûr qu'on en sorte aussi rapidement que certains veulent nous faire croire. Donc je pense que ça peut être compliqué très très longtemps. Donc il faut gérer son portefeuille d'investisseurs à long terme. Je vous dirais, je pense que ça peut durer encore 6 9 mois. Je dirais je m'en fous. Même si ça peut taper une société, je m'en fous. Là je suis pas capable de dire si ça peut durer encore 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si c'est un truc qui va être redondant, s'il va falloir qu'on se fasse vacciner tout le temps. Donc comme je peux pas prévoir le bout du tunnel, il faut que je gère mon portefeuille de manière sécurisée. Donc par exemple, j'évite toutes les stratégies value qui sont sur des actifs vraiment trop décotés, donc acheter des hôtels directement ou ce genre de choses. Ou alors, c'est des choses très très risquées que j'achète pour parier à quelques mois où je mets très peu de mon portefeuille et où je sais que le potentiel c'est je fais x5, x6 ou je perds tout. Et voilà. Mais sinon, j'essaye toujours d'avoir des actifs qui sont un peu, voilà,
Ah oui, bien sûr que le Covid a de l'impact sur la stratégie des entreprises. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et beaucoup, beaucoup d'impact. Je parle avec un certain nombre de managers assez souvent, je peux vous assurer que le Covid a un paquet d'impact. Déjà, vous avez un impact, sur sur le Covid. Vous avez un impact sur comment ça s'appelle, sur le fait que vous avez des fermetures dans certaines zones et que ces fermetures-là, elles peuvent jouer. Par exemple, là, vous avez un lockdown qui est très sévère en Australie. Donc, les sociétés qui sont liées à l'Australie ou qui travaillent beaucoup en Australie, elles vont avoir plus de mal. Voilà. En Chine, ils sont toujours dans une politique zéro Covid. Si vous avez une grande ville où vous commencez à avoir une émergence de cas, ils vont faire un lockdown très fort. Et donc vous allez avoir des disruptions sur la chaîne de production chinoise. Et ça va se répercuter dans les prix et dans l'arrivée de certains produits en Europe et aux États-Unis. Donc ça peut être compliqué, hein. Donc il faut faire très très attention, hein. Novonix, c'est des batteries, c'est différent. Mais Novonix, c'est une société de forte spéculation. Je l'avais regardé il y a quelques temps. Mais j'ai pas été très très loin. Normalement, oui, normalement il y aura deux valeurs pour l'été dans le portefeuille NTI. Donc ceux qui veulent s'abonner d'ailleurs, bah, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour vous abonner. Ça vous en coûtera 59 euros. Il y aura deux valeurs et ces deux valeurs qu'on considère résistantes au Covid et qui peuvent tirer parti de plusieurs trends. Alors il y en a une qui est peut-être un peu plus sensible au Covid que l'autre, mais je pense que c'est deux valeurs qui peuvent tenir même si le Covid devient un peu plus complexe et qui sont sur des trends de consommation et de produits qui sont intéressants. Vous verrez, normalement ça devrait arriver ce mois-ci. Donc voilà. Dans votre numéro de juillet. C'est pas d'une société qui est purement qui va purement profiter du Covid, hein. C'est pas une société comme Eurobio ou ce genre de choses ou Biocinex, mais c'est des sociétés qui sont résistantes au Covid et qui sont intéressantes pour le portefeuille à long terme. Voilà. Bon bah du coup on a fait 1 heure. On va s'arrêter là je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Ah, bah il y aura le suivi. Normalement, il y a le suivi des sociétés qui vous a été envoyé par rapport aux résultats. Et il y aura le suivi de Eurobio. Là, je lirai les résultats et après je ferai la vidéo et on vous l'enverra. J'espère qu'ils arriveront à la traiter cette semaine parce qu'après on part en vacances pendant 2 semaines. Donc sinon, ça la fera sortir après les vacances. Ce qui me plairait pas beaucoup. Mais on va voir. Du coup, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail à vous nous les envoyez à cette adresse mail et j'y répondrai avec plaisir. J'essaye toujours d'y répondre. Des fois je réponds avec un peu de retard. Mais n'hésitez pas à nous les envoyer à la rédaction-tech@publication Agora. Et c'est pareil, si vous aimez les vidéos et si vous voulez les replays, hein, d'accord, des autres parcs sur Twitch et tout, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, à liker et à partager les vidéos. Vous les trouvez ici. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis du coup à dans 2 semaines. Peut-être qu'il y aura des petits lives impromptus pour parler un peu de valeur, de ce genre de choses. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'Oscillo Gaming la semaine prochaine et la semaine d'après parce que c'est les vacances. Donc je vais sortir le bateau. Donc voilà. Je ferai sûrement du bateau pendant mes vacances. Donc je veux pas... Voilà. C'est tout. Et si vous avez des questions sur Brosus ou sur Tencent, n'hésitez pas. Si vous avez des explications, j'ai déjà fait une vidéo
pour ceux qui sont clients New Tech Insider, on a fait une vidéo explicative déjà avant qui expliquait bien, je pense, toute la stratégie de création de Prosus et de Tencent, avec le pourquoi je pense que quand même à long terme c'est des plays sécurisés. Voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, qu'on en discute, on peut faire un live à la rentrée autour de ça, des valeurs chinoises, des risques chinois, ce genre de choses. Voilà, voilà. Je vous souhaite de très très bonnes vacances, une très bonne soirée et je vous dis à la rentrée. Bye bye.